Et c'est parti. Le but du cours aujourd'hui, ça va être de compléter les laboratoires 3 qui portent sur les conflits. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un fichier qui est édité par 2 personnes, puis comment Git peut vous aider à localiser les changements et à les accepter. Donc, le premier labo. Second, on va travailler avec les dépôts à distance. Bien comprendre que dans le cadre du cours, on va utiliser GitHub et ils fournissent au collège une plateforme qui est campus, donc, mais que vous utilisiez Bitbucket, GitLab, GitHub.com. Ce sont tous des sites qui sont équivalents et qui vont vous permettre de faire les mêmes choses. Donc, ça va changer au niveau de l'interface, mais pour le reste, là, c'est quand même la même chose. Ryan Elias. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des dépôts à distance? Les dépôts à distance nous servent dans un premier temps à faire la collaboration et vous allez l'utiliser dans le cadre du TP1. Donc, vous allez être 2 étudiants qui allaient travailler dans le même dépôt et qui allaient utiliser le dépôt à distance pour être le centre de partage. Depuis le début du cours, on a travaillé avec des dépôts locaux. Donc, on avait un répertoire, on faisait un git init et le dépôt était sur notre ordi. Là, on va apprendre à ajouter un dépôt à distance et après ça, comment le maintenir synchronisé. Deuxièmement, copie de sûreté. Naturellement, vous travaillez avec Git, mais étant donné que votre base de données Git se trouve dans le même répertoire caché que l'ensemble de vos fichiers de travail, ben, naturellement, il y a quand même un risque. Le risque étant que si vous perdez votre BD ou votre disque local, ben, vous allez aussi perdre votre projet. On peut comprendre que dans le cadre d'un gros projet, avec beaucoup de participants au projet, beaucoup de développeurs, ben, c'est risqué. Donc, quand on synchronise notre base de données Git avec un dépôt à distance, ben, ça nous donne un dépôt qui se trouve sur le serveur de GitHub. Fait que s'il arrivait malencontreusement un problème avec votre dépôt, vous pourriez aller rechercher l'information sur le dépôt à distance. Et on ne verra pas ça encore dans ce cours-ci, mais on peut même automatiser les dépôts à distance, GitHub, pour déployer, je vais donner l'exemple, un site web. Donc, quand toute notre structure est locale, après ça, on la pousse sur GitHub et il peut y avoir des mécaniques dans GitHub qui vont faire l'assurance qualité et qui vont déployer ça sur des serveurs à distance. On y va ici. Donc, plus précisément, GitHub offre aussi une façon de travailler qui complète Git. Ce qui veut dire que malgré que vous avez Git sur votre ordi, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Entre autres, par exemple, quand vous travaillez à 2, vous pourriez avoir besoin de saisir des tickets ou ce que GitHub appelle des issues. Autrement dit, tu prends le code de ton ami, tu le vérifies, il y a un problème. Tu voudrais être capable de créer une entrée pour que lui puisse faire la correction de son code. Puis imagine-toi que toi, tu travailles au Canada, puis lui, il est en Australie. Donc, avec les issues, ben lui, quand il se lèverait le lendemain matin, alors que toi, tu es peut-être couché, ben il va être capable d'aller chercher les issues, corriger son code et resoumettre. On peut aussi partager des petits bouts de code en ligne. Ça s'appelle des gists. On ne passera pas au travers de ça, mais c'est une fonctionnalité qui est offerte. Et on a, si on travaille dans des projets de logiciels distribués open source, on peut faire notre travail localement dans notre dépôt et par la suite proposer des modifications de code à un projet open source
en faisant ce qu'on appelle un pull request, donc une demande de tirage pour que le responsable du projet puisse venir chercher vos modifications et l'intégrer dans le projet. Et finalement, on va apprendre même à récupérer du code depuis un autre dépôt. Si on regarde ici, c'est une méthode traditionnelle de travailler sur GitHub. On a premièrement le projet original qui est là. Donc, il y en a. Par exemple, on pourrait prendre un projet qui s'appelle Inkscape. Si on s'en vient ici. On va reculer. C'est un peu plus haut. Inkscape ici. Donc, ça, c'est un projet qui est disponible sur GitHub. Naturellement, c'est maintenu par Inkscape, qui est le fabricant. Et c'est un logiciel qui nous permet de dessiner, mais à partir de vecteurs. Donc, pas à partir de petits points, mais à partir de lignes qu'on peut fermer et dessiner. Alors, on peut aller chercher quelque chose comme ça et se créer une fourchette pour télécharger le code. On va voir de toute façon, ne vous inquiétez pas, comment vous en servez. Donc, ça, c'est l'original qui est là. Bon, je vais donner l'exemple d'Inkscape. Vous pouvez vous en faire une fourchette. C'est habituellement la méthode qui va être privilégiée. Ce qui veut dire que vous en créez comme une copie, mais sur GitHub. Et vous allez principalement synchroniser votre machine sur votre fourchette. Donc, vous n'aurez pas d'impact sur le travail que fait toute la communauté de développement d'Inkscape. Vous le travaillez de votre côté. Et après ça, vous allez aviser Inkscape à l'aide de ce qu'on appelle un pull request. Et un pull request, c'est une façon de notifier le propriétaire pour lui dire, ben là, j'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous veniez chercher mon code source. Alors, par exemple, ici, on va voir c'est quoi un pull request. Donc, c'est souvent une problématique qui est relevée. Et là, ben, on peut échanger. Et ça va être fermé ou on voit ici qu'elle a été vérifiée et ils vont fusionner. On le voit ici, là, directement dans la branche originale à partir de la patch qui a été soumise. Donc, c'est une façon de communiquer et de faire le flux du travail. Donc, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui à l'aide du laboratoire numéro 4, c'est que vous allez vous créer un dépôt distinct. Vous avez déjà un compte. Vous avez déjà créé des dépôts, vos dépôts locaux. Vous allez utiliser HTTPS pour synchroniser un dépôt distinct à votre dépôt local en utilisant la commande git remote add origin. Et vous allez apprendre à pousser votre dépôt local sur GitHub à l'aide de git push-u origin master. Faites-vous-en pas, vous trouvez que ça va rapidement. Le labo va vous permettre de le faire en détail. Il y a maintenant 3 protocoles. En fait, il y a aussi l'option, et on l'a vu tantôt quand j'étais ici dans le code, GitHub CLI. Donc, le protocole GitHub. HTTP, on peut télécharger un projet, HTTPS, SSH, GitHub CLI. Donc, ils nous ont ajouté ça aujourd'hui.
CLI, c'est pour Command Line Interface. Puis, c'est moins sécuritaire parce qu'il n'y a pas d'authentification. Alors, dans le cadre du cours ici, on va utiliser HTTPS. Je vais même vous le souligner. Et ça va vous permettre de vous connecter. Comment ça fonctionne, la méthodologie de travail, quand on met un dépôt distant en jeu? Alors, on va naturellement avoir deux façons de fonctionner, parce que le dépôt à distance est créé par seulement un des deux membres de l'équipe. Vous allez avoir faire ça dans le TP1. Donc, quelqu'un ajoute, tu peux soit faire un projet local, puis après ça, le pousser, ou soit directement le créer dans GitHub et aller le et aller le récupérer. On a les deux formats qui sont bons. Donc, créer un dépôt distant, comme je vous ai dit, le collège enseigne GitHub, mais GitLab puis Bitbucket sont aussi des choix valides, sont gratuits. Vous allez configurer le dépôt distant par rapport à votre dépôt local en faisant un git remote add. Et là, tu mets le nom du dépôt et le URL. Le terme origine, vous savez, votre branche principale s'appelle master. Eh bien, le dépôt distant, qui est le maître habituellement, s'appelle origin. Important de comprendre qu'habituellement, on travaille qu'avec la branche master du dépôt distant. Pas que tu n'as pas le droit d'en faire d'autres, tu peux, mais c'est un petit peu plus de travail à synchroniser. Pour le cours ici, on va vous faire travailler avec la branche master du projet. Donc, là, vous avez ajouté. Un coup que c'est fait, ben, tu fais un git push -u. -u, c'est la première fois. Git push origin master. Parce que le dépôt veut. Un coup qui est configuré, vous n'avez plus à mettre tout le HTTPS. Étant donné qu'il s'appelle, on l'a appelé origin, ben là, tu vas faire un git push -u origin, puis ta branche habituellement, c'est master. Pour aller en chercher un, on fait un git clone. Et git clone copie tout. Répertoire de travail, staging, branch s'il y en a, va créer le dossier.git et les répertoires. Puis là, ben, au fur et à mesure que ça va, il va y avoir du travail qui est fait, ben, il va y avoir un jeu de push pour l'envoyer puis pour le ramener. Il y a deux commandes qu'on peut voir. Il y a les pull et il y a aussi le fetch. Pourquoi je vous parle des deux? C'est que dans le document, à certains endroits, on va parler de fetch. L'avantage du fetch, puis en même temps, son problème, c'est que le fetch ne mettra pas à jour ton working directory. Ça peut être le fun si tu veux juste vérifier ce qui s'est fait, puis surtout pas rien briser. Mais habituellement, avant de faire ton push-pull, tu fais tous tes commits. Donc, ce n'est pas grave quand tu fais ton pull de remplacer ce que tu as. Alors, si on regarde ici un diagramme, ben, au début, la flèche part du dépôt à distance et s'en vient dans ton répertoire de travail, naturellement non modifié. Là, tu te mets à travailler. Tu fais tes git add et tes git commit comme d'habitude dans ton dépôt local. Donc, ça ne s'en va pas sur GitHub Desktop. Ça reste tout local. Quand tu as fini à la fin de ta journée, tu vas faire un git push vers le dépôt à distance pour le mettre à jour. Une petite commande qui peut être intéressante pour vous, c'est le git blame. Git blame me permet de voir qui a fait quelle modification sur un fichier. C'est sûr que pour votre TP, vous allez être deux. Alors, naturellement, si ce n'est pas toi qui l'a fait, on comprend bien que c'est fort probablement la personne avec qui tu travailles.
Mais dans le cas où tu es une équipe plus large, on voit ici Git Blame, c'est un exemple entre Gilles Philippe et moi. En fait, on voit que Gilles Philippe, là, ici, vous voyez les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous voyez que la 9e, c'est moi qui l'ai ajoutée. Donc, fur et à mesure qu'évolue le code, si tu veux savoir qui a mis quoi, parce que tu veux y parler, tu ne comprends pas un morceau, bien, Git Blame va pouvoir t'aider à dire c'est qui a fait ce morceau-là dans le fichier. Conflit de fusion. Donc, vous allez apprendre à faire une fusion. Et pour faire une fusion, c'est en laboratoire 3, vous allez vous mettre sur la branche habituellement que vous voulez fusionner dedans. Pour 90% de vos utilisations, vous allez vous mettre sur la master. Ici, il est écrit Git Checkout Branch A, là, mais la plupart du temps, ça va être habituellement master. Et vous faites Git merge et vous dites la branche que vous voulez fusionner dans la position où vous êtes. S'il y a eu des modifications qui ont été faites et qui n'ont pas encore été séparées, hein, vous travaillez, il y a des modifications que vous avez faites dans master puis dans votre branche sur le même fichier. Puis là, vous essayez de les ramener. Il va y avoir un conflit. Et là, un conflit, ce n'est pas grave, il n'y a rien qui va exploser. Mais ce qui se passe, si vous regardez avec gitdiff, ou si vous ouvrez le fichier, vous allez le voir, vous avez ici le conflit. Head, qui est habituellement sur le master, et ce qui vient de l'autre commit qui essaye de fusionner. Puis on voit ici, là, on a il y a peut-être une variable qui a changé de nom, ou en fait un appel de procédure qui a changé de nom. Int calcul entre parenthèses, puis ici en bas, j'ai int mesure entre parenthèses. Donc, j'ai une définition de variable, je suis en C, qui se rattache à l'appel d'une procédure. Puis là, ben, il y a deux méthodes de faire. Tu peux le corriger directement dans le fichier et refaire un add commit, ou on va apprendre directement, nous, à le faire avec Visual Studio Code. Après le labo 3, bon, ça va être le labo 4. Et le labo 4 vous montre aussi par la suite comment on travaille avec GitHub. Et habituellement, on se crée une branche pour faire notre boulot. On fait nos commits sur notre branche. On arrive et on fait un pull request pour dire au propriétaire du projet, veuillez, s'il vous plaît, intégrer, ou du moins dans un premier temps, souvent, regarder mes changements. Et là, dans un pull request, il va y avoir une conversation. Écoute, c'est bon, il y a un problème, j'aimerais que tu améliores ça. Et fur et à mesure que ceci évolue, en fait, il y a un jour où ton projet il va être accepté. Donc, dans le cadre où ton projet est accepté, il va se trouver à être mergé. Puis il va se déployer. Donc, si je fais un petit résumé de ce que vous savez jusqu'à maintenant, la branche master est votre branche principale et pour chaque commit, il faut être sur une branche. Celle sur la qualité possède toujours le pointeur qui s'appelle head. Une seule branche à la fois peut être modifiée, mais tu peux te déplacer d'une branche à l'autre. Vous souvenez-vous de la commande? Oh, j'ai Mebarkia qui a la main levée. Oui, Mebarkia, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as à nous dire? Oui, monsieur, moi, en ce moment, je suis aux urgences vétérinaires. Donc, c'est possible, est-ce que je quitte le cours puis je reviens quand je serai chez moi? Il n'y a aucun problème, puis tu pourras prendre, je t'apprends à enregistrer le cours, je vais le déposer à la fin du cours. Alors, il n'y a pas Parfait, de problème. merci. Merci beaucoup, bonne journée. Je te souhaite une belle journée. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient de la commande pour changer de branche?
dans le chat ou de vive voix. C'est Switch. Git Switch. Il y a Git Switch, puis il y en a un autre. Checkout. Git Checkout, félicitations. Puis lorsqu'on déplace d'une branche, ben le head pointe sur la branche sur laquelle on est. Les commandes principales que vous avez vues, Git Push, que vous allez pratiquer de toute façon, le nom du remote origin et le nom de la branche. N'oubliez pas de régulièrement faire un fetch. Parce que si tu essayes de faire un push et qu'il y a eu des commits de fait sur le dépôt à distance, tu n'auras pas le droit. Il faut toujours que tu fasses ton push avec la dernière version, sinon tu seras pas capable de faire tes merges. Vous avez appris le Git Checkout. Comprenez que quand vous faites un Git Checkout, pour changer de branche, ça fait la même chose que si tu fais un Git Checkout pour reculer sur un commit. Ça vide ton répertoire courant et si tu n'as pas protégé le travail, ben, il est parti. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent comment je peux protéger des fichiers dans mon répertoire courant de travail avant de faire un Git Checkout d'un commit en particulier? On lève la main avec la petite main, ceux qui veulent s'essayer. Donc, la question que je pose, c'est, je te préfère un changement, puis je me souviens qu'il y a 2-3 commits, j'avais fait quelque chose, puis je vais aller le voir, mais le travail que je te préfère, il n'est pas prêt à être commité. Je veux le sauvegarder pour faire un check-out. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la commande? Vous avez vu ça dans le dernier lab. Personne ne veut s'essayer? Ou personne ne s'en souvient? Avez-vous tous complété votre labo numéro 2? Ouais. Si personne ne se souvient de la commande pour la cachette? Stash. Pas quelque chose comme Git Ah, Stash, il y a là? quelqu'un qui a dit stash. C'est Git Git Stash. Stash push. Ça va nous permettre d'aller cacher des fichiers temporairement. Puis comme ça, si avec Git Checkout, j'écrase mon répertoire de travail, je vais être capable après d'aller les chercher avec un pop, Git Stash pop. OK. Git Branch Testing, ça va créer la branche. Git Checkout Testing, faites attention. Si tu crées une branche, fais Checkout Testing et que ta branche, tu viens de la créer, qu'est-ce que tu vas avoir dans ton répertoire principal? La dernière version du master. Alors, si tu avais des changements entre les deux, parti. Donc, c'est important de comprendre. Quand tu fais un check-out, ça vide le répertoire courant. Si tu as des changements, soit qu'il faut que tu les aies committés, soit il faut que tu les aies cachés. Donc, c'est pour ça que j'aime autant vous reviser. Fait que votre cycle de travail en travaillant sur GitHub va ressembler à ce qu'il y a là. On va enlever un petit point. Alors, premièrement, un coup qui est créé, hein, tu as fait le GitHub, puis ça va ressembler à un Git Fetch plus un Git Merge pour avoir la dernière version du code, puis le fusionner avec ton stock. Tu vas faire tes GitHub, Git Commit comme d'habitude. Tu vas t'assurer que tu as le dernier fetch pour le merger. Et après ça, tu fais ton push. De toute façon, vous allez l'essayer dans le laboratoire 4. Faites remarquer, le fichier gitignore, habituellement, il y a plein de fichiers qui n'est pas, c'est pas une bonne pratique de les partager dans GitHub.
premièrement, tous tes fichiers de configuration, que ce soit pour Java ou JavaScript, habituellement, ne sont pas là. Tes fichiers temporaires de compilation non plus. Ceux qui ont des Mac, les .dsstore, qui est quelque chose de typique à Macintosh, mais que tu n'as pas besoin souvent. Les fichiers d'image, parce que c'est gros, ça alourdit la BD de Git, puis tu comprends à date que ça regarde les lignes de code. Fait que des images, c'est pas bon. Donc, le fichier gitignore dit à Git tous les types de fichiers qu'il n'y a pas besoin. Donc, j'ai deux exemples ici. Mot de passe.txt que j'ai mis dans mon fichier gitignore et config/application XML. Important, le gitignore doit être suivi comme les autres fichiers. Donc, il faut que tu fasses un github.commit. Avez-vous des questions sur la matière qu'on a vue à date? Monsieur, c'est quoi ça, un mot de passe.txt? J'ai pas entendu. C'est des fichiers, le fichier gitignore ici, c'est un fichier qui est là dans ton répertoire courant pour instruire Git des fichiers qu'il ne devrait pas suivre. Et entre autres, si tu as des mots de passe locaux que tu as besoin pour déployer, tu ne veux surtout pas que ça se ramasse sur ton dépôt Git. Donc, tu te crées un fichier gitignore et le moins, là, il n'est pas là, c'est juste des puces là. Tu mets le nom des fichiers ou les répertoires fichiers que tu ne veux pas que Git suive. Est-ce que tu as bien compris, Ryan? Ouais. Parfait. C'était une bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur la matière? De toute façon, on va faire une révision mercredi à l'aide d'un Kahoot et on va aussi vous présenter le TP1 mercredi.